Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Marhalibiya. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, vous pouvez retrouver toutes vos émissions, vos programmes, notamment sur le replay sur la page YouTube, 17 octobre 2023. 17 octobre, quelle date? Ça rappelle une date importante, en tout cas dans la mémoire des Algériens et des Algériennes, et aussi des défenseurs de la démocratie, des défenseurs des libertés d'expression, ceux qui aspirent à une autre vie. Donc 17 octobre 61. Nous allons revenir sur ce massacre des Algériens à Paris notamment. On parle de plusieurs dizaines, notamment pour les historiens aujourd'hui. À l'époque, on se souvient, Maurice Papon, alors préfet de police, lui, dans la nuit, notamment, avait annoncé, dans la nuit du 17 au 18 octobre, il avait annoncé seulement donc 3 personnes qui avaient trouvé la mort dans le cadre de ces manifestations, notamment 2 du côté des manifestants et 1 du côté des forces de l'ordre. En tout cas, femmes et enfants qui avaient ce jour-là été vêtus des plus beaux habits, des robes, des costumes, des cravates. Les enfants, les familles étaient prêtes notamment à manifester une seule consigne: le respect, l'élégance et le pacifisme. Le pacifisme, on en parlera ce soir notamment. On reviendra sur la révolution et sur cette diaspora qui manifeste depuis maintenant plusieurs années dans le pacifisme total pour voir une autre Algérie. En tout cas, c'était les consignes. Toute arme était prescrite, interdite. 30 à 40 000 personnes pour dénoncer ce couvre-feu, un couvre-feu, on y reviendra avec nos invités, imposé par Maurice Papon, préfet de police à l'époque. Saint-Michel, Opéra, les grands boulevards, voilà les quelques milliers d'Algériens et d'Algériennes qui voulaient donc manifester pour donc dénoncer ce couvre-feu et essayer d'atteindre le cœur des Parisiens et des Français, comme ont pu le dire plusieurs de nos confrères. En tout cas, les choses se passeront autrement, puisque près de 9000 policiers CRS donc seront mis en place face aux manifestants. On parle d'une sacrée rafle, puisque rapidement près de 15 000 donc arrestations. Les manifestants seront donc encerclés, matraqués. Plusieurs perdront la vie. Je vous le disais, la préfecture annoncera l'arrestation de 11 500 personnes dans l'après-midi. Donc c'est inédit. Une police qui ouvrira le feu des Algériens, des Algériens battus à mort, et puis pour certains, malheureusement, se verront être jetés dans la Seine. On en parle avec nos invités ce soir. Donc les questions qui vont se poser, le contexte à l'époque, octobre 61, c'est quelques mois avant l'indépendance, avant le cessez du couvre-feu de mars 62. On reviendra bien évidemment sur le contexte de l'époque, mais aujourd'hui en 2023, où est la reconnaissance de ce crime d'État, où en est-on. Et puis le Hirak, c'est aussi ça, cette diaspora qui, coûte que coûte, continue à vouloir libérer l'Algérie pour une liberté d'expression, une démocratie. Où en est aujourd'hui notamment la diaspora? Comment peut-elle continuer à manifester dans son pacifisme? Mais quand on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est à l'étranger, on est souvent, notamment, la répression du pouvoir algérien. Une de ces méthodes, ce sont ces ISTN, interdiction de sortie de territoire national. Donc comment, effectivement, les manifestants à l'étranger peuvent-ils continuer à aspirer à voir une autre Algérie dont ils rêvent? Avec nous pour en parler, Abderrahim Moussaouel, bonsoir, enseignant, militant politique. Merci d'être avec nous. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de El Marhalibiya, à tous nos compatriotes en Algérie et ailleurs. Merci pour cette invitation. Alors, peut-être que vous êtes en mute, mais j'ai pas de retour précis. En tout cas, on va saluer Gamal Abina est avec nous, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Est-ce qu'on vous entend, Gamal Abina? Oui, je pense que vous m'entendez. Bonsoir et merci pour l'invitation. Très très bien, on vous entend très bien. On va peut-être refaire un petit test avec Abderrahim Moussaouel. Je me permets de vous resaluer. Rebonsoir. Bonsoir Chaban. Voilà, alors Abderrahim Moussaouel, malheureusement, je n'ai pas de retour. Peut-être vous êtes en mute. On va essayer de régler ça. On va commencer avec vous, Gamal Abina. D'abord, peut-être le contexte
à l'époque. On est en 1961, octobre 61. On connaît cette date du 1er novembre 54, hein, le début, le démarrage de cette guerre d'Algérie, d'ailleurs, qui avait déjà commencé, hein, à différents moments de l'histoire. En tout cas, cette date de 61 pour la diaspora à Paris, elle est dans le souhait de voir cette Algérie libérée. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'on est en octobre, enfin avant octobre 61, les négociations entre la France et le GPRA sont interrompues. Ils ne veulent plus discuter. Les Algériens n'avaient jamais porté effectivement le combat algérien sur le territoire français. Tout s'est passé en Algérie jusqu'à maintenant. Et puis le FLN a dit effectivement qu'il fallait organiser une manifestation contre un couvre-feu raciste. Il faut rappeler que ce couvre-feu ne concernait que les Maghrébins et les Algériens en particulier. Donc, ils ont dit il faut en finir avec ce couvre-feu. On va faire une manifestation, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout le monde était bien habillé, tout le monde était bien apprêté, tout le monde ne devait surtout pas porter d'armes ou de quoi que ce soit qui puisse être interprété comme une arme par destination. Donc, les Algériens vont converger de toutes les banlieues, particulièrement les bidonvilles de Nanterre, mais d'autres encore banlieues. Ils vont converger en direction de Paris par toutes les portes possibles et imaginables. Ils se rapprocheront effectivement des quais de Seine, et ce moment tragique, puisque effectivement il y a une directive qui est donnée par le ministère effectivement de l'Intérieur et par Papon, Maurice Papon, qui était préfet, de dire que nous allons rendre coup pour coup, parce que avant cette manifestation, quelques policiers français avaient été tués, donc nous allons rendre coup pour coup et nous allons nous venger. Donc est mis en place un dispositif qui va conduire à la mort supposée, il y a les chiffres sont débattus, mais de 300 personnes au moins, dont la plus jeune de 14 ans, Fatima Bédar, et surtout ça va conduire à la reprise, parce que le général de Gaulle, qui n'était pas au courant d'ailleurs de cette répression, ne l'avait pas informé, c'était fait un peu à son insu, les massacres ont été faits à son insu aussi, ça a été d'ailleurs par la suite vérifié avec l'ouverture de ces fameux dossiers de la guerre, qui ont été vérifiés par les journalistes, et donc le général de Gaulle va se rendre compte qu'on porte le combat sur le territoire national, et au-delà du fait que la diaspora apportait déjà des valises pour financer la révolution, c'est essentiellement d'ici que partait l'argent pour acheter les armes, eh bien, il y a le combat politique qui intervient sur le territoire français. De Gaulle s'en inquiète et reprend les négociations à la suite de ce massacre. Donc ce massacre de ces martyrs du 17 octobre 61 aura à la fois sera une tache noire dans l'histoire de France, mais surtout sera masqué par le massacre de Charonne, où 9 communistes vont être tués, et surtout va relancer les négociations pour obtenir, quelques 6 mois plus tard, la fin de la barbarie coloniale en Algérie. Je reviens à vous, Gamal Abina. Abdelrahim Moussawal, qui est de retour avec nous. Rebonsoir. Bonsoir Chaban. Bonsoir à... Alors, Abdelrahim Moussawal, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Voilà, peut-être qu'on vous aura par téléphone. Peut-être un mot sur. C'était la première question un peu ce soir. Il y a un contexte particulier, bien sûr. On va rendre hommage dans quelques instants. On va évoquer aussi toutes ces personnes qui ont perdu la vie. On va essayer de revenir aussi sur des éléments importants, sur les chiffres, hein, qui sont encore aujourd'hui totalement incertains. Mais c'est un contexte particulier. Déjà à l'époque, on est en 1961. Il fallait que la diaspora, d'ailleurs dont vous faites partie aujourd'hui à Paris, mais on y reviendra en deuxième partie d'émission, contexte particulier, donc la diaspora qui s'est mobilisée notamment auprès de ses frères et sœurs en Algérie, notamment contre ce couvre-feu, mais pas que, c'était dire stop, à nous l'indépendance. Vous m'entendez, Chaban? Oui, très bien. D'accord. Alors, excusez-moi pour ce petit problème technique d'abord. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est le 17 octobre 2023. Plus de 60 ans après les massacres, le génocide commis par la France coloniale contre des Algériens, des Algériennes et des Algériens qui ont manifesté pacifiquement le 17 octobre 1961. C'était donc pour contester un couvre-feu qui a été mis en place, qui a été donc annoncé non seulement à l'encontre des travailleurs maghrébins, mais c'était principalement contre les Algériens, parce que le contexte en Algérie, c'était la guerre d'Algérie, et on ne peut pas dire que la diaspora de l'époque, les Algériens de l'époque ne s'étaient pas mobilisés
en faveur de la cause algérienne, parce que le FLN, Fédération de France, depuis qu'elle a été mise en place, cette fédération, un travail a été mené par des militantes, des militants. C'était dans le but de financer, dans le but d'encourager, mais aussi d'accompagner financièrement, militairement, la guerre qui était menée par nos ancêtres, nos grands-parents en Algérie. Aujourd'hui, le 17 octobre 2023, ce n'est pas seulement une question de mémoire qui touche d'abord l'histoire de l'Algérie et puis bien sûr ça entache la politique française de l'époque de la France coloniale. C'est aussi un devoir de mémoire pour rappeler à nos compatriotes et à tous les peuples du monde ce qu'ont vécu les peuples, notamment en Algérie, ce qu'a vécu le peuple en Algérie, que ce soit en Algérie, mais aussi ailleurs, c'est-à-dire cette diaspora qui était martelée, qui était torturée. On peut parler de génocide le 17 octobre 1961, et vous avez le culot de la préfecture de police de l'époque qui annonçait 3 ou 4 morts, alors que des statistiques ont été faites, des recherches ont été faites, et ça a donné plus de 300 morts. Je rappelle aussi que la politique française de l'époque, même après l'indépendance, n'a pas voulu faire un travail sérieux concernant les génocides qui ont été perpétrés en Algérie. Je ne parle pas seulement de la guerre de libération, mais je peux parler depuis le début de la colonisation en 1830. Donc des millions d'Algériens qui ont été exterminés. Et puis aujourd'hui, il est clair, il est important de rappeler que la politique française, jusqu'à aujourd'hui malheureusement, ne veut pas regarder l'événement, ne veut pas regarder ce génocide d'un œil sérieux, d'un œil responsable, dans la mesure où, je peux aller encore plus loin, Maurice Papon, qui était préfet de police de l'époque, dans le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, il a été promu ministre du budget. Et vous avez aussi Roger Ferry, qui était ministre de l'Intérieur quand il y a eu les génocides du 17 octobre 1961. Dans les années 70, à partir de 1974, il a été nommé président du Conseil constitutionnel. Donc je vous rappelle, je vous laisse imaginer à peu près la sensibilité de ces postes qui leur ont été attribués. C'est une façon de montrer, de se poser plutôt la question, est-ce que les officiels français veulent regarder l'histoire d'Algérie de façon sérieuse ou pas? Pour moi, la réponse c'est non. Donc aujourd'hui, le travail que nous menons, que ce soit dans le Hirak ou même le travail d'histoire pour rappeler les atrocités qu'a vécu le peuple algérien, que ce soit durant la guerre de libération et même après, doivent être étudiés, doivent être pointés du doigt, dans la mesure où on est un peuple qui n'est pas revanchard, un peuple qui ne s'inscrit pas dans la revanche ni dans la haine, mais un peuple qui veut connaître et qui veut faire connaître la vérité de son histoire. Mmh. Gamal Abina, on revient peut-être sur cette journée. Comment on peut expliquer à l'époque, en 1961 à Paris, en cette journée, on le dit, hein, les images d'ailleurs le prouvent d'elles-mêmes, hein, les familles étaient rassemblées, les enfants, les moins jeunes, les plus jeunes, les grands-parents, c'était vraiment le but, voilà, c'était de manifester pacifiquement. Comment on peut expliquer à l'époque que le préfet de Paris, Maurice Papon, envoie, on parle de 20 à 40 000 manifestants, mais en tout cas, c'est pas loin de 10 000 forces de l'ordre, des policiers, des CRS, et puis à un moment donné, on donne l'ordre aux forces de l'ordre vraiment d'appliquer ce qu'on appelait le comité d'accueil. Donc c'est la matraque et puis l'ouverture du feu. En 61, comment on peut expliquer que la France, qui déjà se dit à l'époque État de droit, démocratique, qui sort d'une deuxième guerre, puisse vraiment passer à de tels actes, un tel massacre qui reste sans nom? Il y a plusieurs éléments qui conduisent à ça. D'abord, cette fameuse matraque qu'on appelait bidule à l'époque était un des instruments de répression. Il faut rappeler quand même que le 17 octobre, c'est la première fois depuis un siècle quasiment qu'on a des massacres à Paris, puisque les précédents, c'était les massacres de la Commune, qui ont tué aussi pas mal de Parisiens et pas mal de communards, comme on les a appelés. Donc c'était des révolutionnaires. Et là, en l'occurrence, à nouveau, cette répression. Alors, il y a plusieurs aspects. Premier aspect, c'est le racisme. Simplement que de voir un arabe dans la rue, c'était pour eux insupportable, puisqu'il y avait une guerre en Algérie et que beaucoup de familles françaises étaient endeuillées. Seconde raison,
c'était la vengeance. Des policiers français avaient été effectivement tués par du FLN, et par le FLN à l'époque, et ils se sont dit, ils portent en plus le combat national algérien sur le territoire de la métropole, ils n'ont pas accepté. Et puis troisième aspect, simplement, c'est Maurice Papon. Il faut savoir quel personnage. C'était l'homme qui a été condamné par la suite pour l'affaire, effectivement, du Veldiv et des massacres des Juifs en France qui ont été déportés en Allemagne. C'est un homme qui était éminemment raciste et très soutenu d'ailleurs à l'époque, parce qu'il a su jouer de l'après-guerre pour se redonner une image positive de sainteté. Mais en vérité, l'ambiance générale en France, c'est une ambiance à la fois de bout de course. Les Français en ont marre de l'Algérie des Algériens, et surtout une ambiance de vengeance. Les autorités françaises qui n'arrivent pas à mettre à genoux le peuple algérien se rendent compte qu'en plus, ils osent montrer, relever le nez en France, à Paris, alors que c'était les ouvriers travailleurs qui devaient la fermer. Alors il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que le 17 octobre, c'était la manifestation des hommes. C'est le lendemain que les femmes manifesteront, dans les mêmes circonstances. Il y aura moins de répression, évidemment, c'est pas comparable, mais il n'en demeure pas moins que la négation de ce crime est une négation qui fait tâche sur un pays qui se drape dans les principes humains, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le fait que le citoyen algérien, parce qu'à ce moment-là, il est citoyen, français en l'occurrence, puisque De Gaulle en 58 établit plutôt des droits pour les Algériens, ils deviennent citoyens et ont droit de vote, à part égale, eh bien on tuera des nouveaux citoyens français alors que l'Algérie n'est pas encore indépendante. Ça pour vous dire que le racisme est le principal vecteur. Qu'est-ce qui fait qu'on distingue un Algérien d'un Brésilien? Pas grand-chose, c'est pourquoi les Brésiliens ont été frappés aussi à Paris, pour la petite histoire, mais surtout de faire un couvre-feu ethnique. C'est ça la question qui s'est posée. Et les Algériens à 20h ne devaient plus mettre le pied dehors, sinon ils étaient considérés comme étant des cibles légitimes. La police est lâchée sur le territoire, et je vous explique la méthode de mise à mort. D'abord on matraque, on massacre, on humilie, on torture, mais surtout, et c'est le plus important, certains iront, je crois 15 000 personnes iront être déportées, entre guillemets, du côté du château de Vincennes, donc c'est un grand centre de rétention, mais surtout, lorsqu'ils arrivent au niveau des quais de Seine, qu'est-ce que posaient comme question les policiers? Ils demandaient aux Algériens, est-ce que vous savez nager? Si les Algériens répondaient oui, je sais nager, ils le jetaient à la Seine pour qu'ils meurent. L'eau est glaciale à ce moment-là, et l'espérance de vie, c'est à peu près 2 minutes, et s'il dit non, je ne sais pas nager, on l'attachait pour qu'il soit sûr de mourir noyé. Donc dans tous les cas de figure, on sent bien qu'il y a une répression barbare, et qu'il faut pratiquement presque 40 ans pour que Jean-Luc Einaudi, c'est le premier, qui n'était même pas historien d'ailleurs, je crois qu'il était prof de sociologie, fouille dans les poubelles de l'histoire pour trouver ce fait historique qui a été caché, qui a été noyé littéralement, on peut le dire, pour se rendre compte qu'effectivement on a masqué un crime d'État, parce que c'est un crime d'État. À partir du moment où il y a un ordre direct qui part de la hiérarchie du ministère de l'Intérieur et qui arrive entre les mains du préfet de Paris, le préfet de Paris, même si c'est un ancien tortionnaire de l'Allemagne nazie, entre guillemets, de collaborateurs, il n'en demeure pas moins qu'il reçoit les ordres directs et il donne ses ordres. Donc les ordres sont très simples, on dit aux policiers, faites ce que vous voulez. Il y aura une impunité totale, et cette impunité, d'ailleurs, je le rappelle, 61 ans plus tard, est toujours de mise. Il n'y a jamais eu de poursuite d'aucun policier criminel dans cette répression. On va en parler de cette reconnaissance, effectivement, 62 ans après. Eh bien, justement, en parlant de cette impunité, on va écouter ici notamment les chercheurs, historiens, écrivains Jean-Luc Einaudi et Gilles Manseron qui reviennent sur cette date du 17 octobre 61 chez nos confrères de TV5 Monde et de l'INA. Il s'agissait d'aller dans Paris le plus possible vers le centre de Paris et le plus possible au vu des Parisiens, en espérant que ça allait choquer les Parisiens de voir appliquer une consigne qui était contradictoire avec tous les principes d'égalité. Atteindre le cœur de Paris et, si possible, celui des Parisiens. Plusieurs rassemblements sont prévus à Saint-Michel, à l'Opéra et au Grand Boulevard. À peine sortis des bouches de métro, ils sont encerclés, matraqués. Les forces de l'ordre sont en nombre. Pour un coup reçu, vous en donnerez 10, a dit Maurice Papon, le préfet de police, quelques jours plus tôt. Même si vous tirez sur des gens qui ne sont pas armés, vous serez couverts, ça sera considéré comme de la légitime défense. C'est ça qu'il leur avait dit dans les commissariats. Abderrahim Moussaouel, je reviens à vous dans une deuxième partie d'émission. On reviendra aussi un peu sur ces méthodes de répression lorsqu'on a envie de manifester, lorsqu'on a envie de s'exprimer, notamment par exemple en Algérie, mais aussi à l'étranger. On évoquera cette diaspora quand on parle par exemple du chercheur Raouf Farah qui est aujourd'hui lui toujours emprisonné parce qu'il milite. Mais dans un premier temps, comment vous expliquez aussi qu'on est en 61 et qu'il y ait vraiment un lâcher du feu, hein. On donne vraiment les ordres aux forces de l'ordre françaises, donc notamment le préfet de Paris, de dire allez-y, impunité totale.
je pense que la compréhension dans ce sens, elle est historique. Ça s'inscrivait dans la continuité d'un génocide et d'une tentative d'exterminer un peuple, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'oublions pas les déportés qu'il y a eu après les révoltes de Al-Muqarrani et Cheikh El-Haddad. N'oublions pas non plus ces tentatives de révoltes qui ont été réprimées à Meliana, dans les terres chaouis. N'oublions pas non plus les massacres du 8 mai 1945, Karatas, Steve Galma, des dizaines de milliers d'Algériens qui ont disparu, qui ont été assassinés, qui ont été tués. Donc là, le génocide, il me semble que tu me permets, Chaban, je vais peut-être en parler de ça tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 1961. Nelson Mandela avait dit une fois que tant qu'il y a un peuple ou une personne dans le monde qui n'est pas libre, c'est tous les peuples du monde qui ne sont pas libres. Ça me fait penser au génocide que vivent nos frères en Palestine aujourd'hui. Donc ça s'inscrit dans la continuité d'une colonisation inhumaine. Donc là, en 1961, des Algériens avaient décidé d'ailleurs de porter des chemises blanches, bien habillées, de sortir dans plusieurs coins à Paris pour dénoncer un couvre-feu, mais qui était en réalité une tentative d'arrêter ou d'empêcher les Algériens de France de se soulever. D'ailleurs, le 17 octobre, ça a marqué une date historique dans ce sens. J'ai envie de rendre hommage à Fatma Beddar, qui a été, elle, qui fait partie de ceux qui étaient assassinés le 17 octobre 1961. Djilali Rima, qui nous a quittés en 2021, qui était l'un des responsables du FLN, Fédération de France. Alors l'explication, il me semble que ça s'inscrit dans la continuité à la fois c'est-à-dire d'avoir la main mise sur l'Algérie à l'époque, parce que l'indépendance que nos grands-parents ont eue en Algérie, c'était une indépendance chèrement arrachée, difficilement arrachée. Et nous sommes en 1961, il y a eu un début, c'est-à-dire sur le plan international, sur le plan diplomatique, la France n'avait pas d'autre choix que de s'asseoir sur la table des négociations. C'était pas loin de 1962. Et puis le FLN, le GPRA de l'époque, le gouvernement provisoire, avait des hommes et des femmes qui étaient d'une dimension nationale, mais surtout internationale, qui avaient déshabillé la diplomatie française de l'époque. Et lorsqu'on regarde la nature de ces personnes qui ont été désignés comme responsables politiques de l'époque, le préfet de Paris, etc., Maurice Papon, ils avaient l'ordre, bien sûr, de réprimer. Ils avaient l'ordre d'empêcher toute tentative de soulèvement des Algériennes et des Algériens en France, parce que de l'autre rive de la Méditerranée, il y avait nos ancêtres, nos grands-parents qui faisaient la guerre. Donc ça continuait. Il ne fallait pas que ça dépasse, il ne fallait pas que ça arrive en France. Aujourd'hui, nous entendons même des discours politiques français qui vous disent que tel ou tel conflit à l'international ne doit pas se faire en France. Mais lorsqu'on fait on provoque des génocides, lorsqu'on provoque des atrocités envers un peuple, il ne faut pas oublier que les Algériens ont une diaspora. C'est pour cela que si on fait le parallèle avec ces Algériens de 2023 d'aujourd'hui, ceux qui mènent le Hirak jusqu'à aujourd'hui, on fait le parallèle avec le FLN, la 7e wilaya du FLN. Ouais, gardez-le en tête, hein, on va l'évoquer. Il nous reste encore pas mal de temps, on va l'évoquer bien évidemment. Il est important aussi de revenir sur cette diaspora, cette Algérie à l'étranger, de l'étranger, ces Algériens, ces Algériennes qui vivent à l'étranger et qui souhaitent voir un autre pays comme ils ont envie de le voir. Et on va revenir aussi sur cette répression qui est mise en place. Est-ce qu'on peut, avec ce régime actuel, Gamal Abina, la France d'aujourd'hui, François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron a fait quelques gestes en termes de reconnaissance. Voilà, on peut rappeler aux téléspectateurs que le 16 octobre 2021, donc 60 ans après, il s'est tout de même recueilli notamment à Saint-Michel, mais voilà, il a dénoncé clairement les crimes, je cite, inexcusables, voici les mots du président français, commis sous l'autorité de Maurice Papon. Mais la reconnaissance aujourd'hui, est-ce que la France ne devrait pas reconnaître on parle de génocide, on parle de crimes d'État peut-être?
Alors oui, c'est vrai. D'abord, c'est pas Saint-Michel qui l'a été, c'était au pont de Besançon, en banlieue. Donc c'était le 16 la veille. C'est vrai. Voilà, donc c'est effectivement. Tout à fait, voilà. Donc non, ce qui se passe, c'est que M. Macron a été le plus loin et malheureusement, aujourd'hui, par exemple, on a essayé de commémorer. C'était au compte-gouttes qu'on allait sur le pont. Il a fallu faire un rassemblement sur la place Saint-Michel parce que le motif, c'était Redouane Saïd. Voilà, c'est ça l'histoire. Redouane Saïd, le risque de Redouane Saïd. On pouvait pas faire de commémoration, mais tous les ans, il y a un motif fantaisiste comme ça. Il y avait déjà un procès l'année dernière. Il faut comprendre que, et ça a été dit à l'instant, effectivement, par notre interlocuteur, que je salue d'ailleurs, la question palestinienne n'est jamais loin de la question algérienne. Je vous donne un exemple très concret. Très récemment, une femme, journaliste de propagande d'extrême droite, on peut le dire, Eugénie Bastier, a dit que le FLN algérien était aussi terroriste que le Hamas et que les décoloniaux acceptaient cette association. Oui. Sauf que elle a 31 ans, elle n'a pas connu cette guerre, elle vient du sud de la France, c'est une catho qui a été éduquée dans les écoles catho et qui a effectivement une certaine forme de nostalgie de l'Algérie française. Et ce genre de discours-là, on l'entend régulièrement. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « nous avons massacré 600 à 800 Algériens par semaine pendant 7 ans et demi », elle préfère parler d'un terrorisme du FLN qui est juste un groupe militaire, une branche militaire qui s'est battue, la LN, contre la barbarie coloniale. On inverse la vapeur, on fait croire que les victimes sont les bourreaux et vice-versa, et ça passe comme une lettre à la poste. Alors effectivement, est-ce que le gouvernement français, donc Mitterrand n'a rien fait, on le sait très bien, Chirac n'a pas pu ou n'a pas voulu, Hollande et évidemment et Sarkozy n'avaient aucune chance, mais Macron était le personnage qui pouvait donner le plus dans les avancées et qui a fait le maximum, on peut le dire, hein, tout de même, il faut le rappeler, hein, il y a eu l'affaire effectivement de la reconnaissance de l'assassinat de Ali Boumendjel, il y a eu aussi, il a été voir la veuve de Maurice Audin, donc c'est des gestes qui n'étaient pas mauvais. Il a été effectivement se recueillir le 16 octobre pour les 60 ans, ce qui était pas mal. Il essaie de faire des gestes, mais il y a des blocages parce que dans son mouvement politique, il y a des gens de gauche et de droite aussi. Ça reste un front. Mais il n'est pas le seul. On a quand même l'impression, que pour la France, l'Algérie est quelque part un peu une sorte de boîte noire cadenassée où on avance à petits pas, on recule, mais on n'ose pas, on dénonce pas, on n'ose pas dire vraiment les choses. Alors, Emmanuel Macron, qui est né en 77, je le rappelle, n'a pas connu tout ça, mais voilà, en mai, avant sa première élection, il parle de crimes, notamment contre l'humanité, mais on a l'impression tout de même que la France, avant de faire réagir Abdelrahim Moussaouad là-dessus, peu importe les présidents ou présidentes qui se succéderont, il est quasiment impossible de reconnaître ces crimes. Vous savez pourquoi ? Parce que la problématique qui se pose, c'est de dire nous avons été l'État français, on parle de l'État et pas le peuple évidemment, nous avons été des criminels, nous n'avons rien respecté, nous avons tué massivement. Et c'est bien de rappeler que quand les Français rentrent en 1830, ils assassinent 1 million de personnes en déportant les populations dans les hauts plateaux. Ils font les enfumages, les premières chambres à gaz, on peut le dire, si on fait des rappels historiques et des raccourcis. C'est vrai que de dire on a été des criminels, on est venu voler, spolier, massacrer, détruire, déporter. On se rappelle les camps de concentration, par exemple, qu'ils ont appelé camps de regroupement en 54. On se rappelle, enfin 54, 56, quand ils ont commencé à faire la pression. On envoie 300 000 hommes pour massacrer une population sans armes. Ça, c'est des réalités qui ne rendent pas hommage à la France de la Révolution française. Parce qu'effectivement, l'idée de l'égalité, de la fraternité, l'idée des lumières, de l'égalité des hommes entre eux, en droit, n'a jamais existé en Algérie. Il faut jamais se rappeler que les Algériens étaient les sujets, les objets de la France. Et que Germaine Tillon, qui était plutôt pro-Algérie française, quand elle va en Algérie, découvre un peuple clochardisé. On a réduit un peuple à l'état vraiment de mendicité. Et pour finir mon propos, n'oublions jamais que l'Algérie, aujourd'hui, c'est 95% de gens qui savent lire et écrire. Quand les Français sortent de l'Algérie, je vous donne 2 chiffres. Premier chiffre, 85% de gens qui ne savent ni lire ni écrire, alors que quand la France rentre en Algérie, on a 80% de gens qui vont à l'école. Et surtout, second chiffre, il y a 2000 universitaires sur 9 millions d'Algériens. 2000 universitaires. C'est un chiffre tellement marginal qu'on peut même pas le réduire en pourcentage. C'est du 0,001%. Donc quand on a ce genre de chiffres en tête, on se rend bien compte que la France a été barbare et que cette barbarie, elle est difficile à regarder dans les yeux parce que ils sont partis en salissant le désert avec des essais nucléaires, ils sont partis en massacrant et en utilisant les armes de viol comme armes de guerre, ils sont partis en pillant le territoire et en détruisant avec la politique de tabula rasa, on peut dire table rase, avec l'OAS qui va produire pendant 6 mois des attentats terroristes qui tueront 10 fois plus de personnes que les Algériens pendant toute la Révolution, c'est vous dire un peu le niveau de barbarie. Donc ces questions-là sont posées avec acuité et même le général de Gaulle, qui va signer les accords d'Évian, va demander aux autorités algériennes de ne pas revenir sur le passé, de ne pas poursuivre des criminels. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de poursuite de criminels, il n'y a donc pas de reconnaissance de crime. Quand il n'y a pas de reconnaissance de crime, il ne peut pas y avoir de relations saines. L'Allemagne et la France ont une relation saine parce qu'il y a eu des procès. En Algérie, il n'y a jamais eu de procès.
Abderrahim Moussawar, une réaction sur cette reconnaissance, la position de l'État français, ses présidents, cette justice qui avance, qui recule, très, très timide, voire silencieuse. Ouverture des archives, je le rappelle, il y a quelques temps, mais voilà, on a quand même tout de même à chaque fois des présidents présidents peut-être à l'avenir, mais qui n'osent pas dire, qui n'osent vraiment pas reconnaître notamment ce 17 octobre 61. Personnellement, je reste persuadé que les gouvernements français qui se succèdent dans le temps, soit ceux de droite qui veulent carrément effacer une page qui s'appelle Algérie coloniale, donc ils l'inscrivent dans une omerta généralisée. Et puis on a eu des gouvernements de gauche du côté de la France, des gouvernements de gauche qui ont toujours resté silencieux devant cette situation. Et à chaque fois qu'un éventuel président tente de parler de ces crimes de guerre, de ces génocides, de cette colonisation tout simplement, il est rapidement rappelé à l'ordre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'intime conviction qu'en France, il y a une volonté de ne plus jamais évoquer les atrocités de la colonisation, parce que quand on parle de colonisation, quand on reconnaît le fait colonial, lorsqu'on reconnaît les génocides, la guerre de libération, etc., on va ouvrir la porte vers tout ce qui s'est passé, en parlant des fumades, en parlant des déportations, en parlant de génocide et de liquidation ethnique qui ont été perpétrées en Algérie, de Bugeaud jusqu'à Maurice Papon en 1961. Donc en France, il y a, je pense que c'est un complexe qui s'appelle Algérie. N'oublions pas que le mot guerre d'Algérie n'a été mis dans les manuels scolaires français que dans les années 90. Avant, ici en France, ils les appelaient événements d'Algérie. Il ne s'agissait pas d'événements quand vous avez des millions de citoyens d'un pays qui sont exterminés, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes. Il ne s'agit pas d'événements lorsqu'il s'agit d'une colonisation. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Palestine, ce que ça peut provoquer à l'ère des réseaux sociaux, Internet, tous ces génocides contre les humains, alors qu'il se passait la même chose en Algérie. Mais en Algérie, durant la guerre de libération, il y a eu des millions et des millions, un pourcentage énorme d'Algériens qui ont été exterminés durant la colonisation entre 1830 et 1962. C'est pour cela que je reste persuadé qu'en France, avec les politiciens français, les responsables politiques, aujourd'hui ce serait non seulement difficile, mais il n'est pas question d'aborder de nouveau la question de la colonisation de l'Algérie, parce qu'il y a toutes les atrocités qui vont avec, qui vont être remises sur la table. Les historiens vont se poser la question, les étudiants vont se poser la question, les chercheurs vont dire, à partir du moment où cette porte de colonisation a été ouverte, et que des Algériens et des Algériens continuent de contester ce qui s'était passé dans l'histoire coloniale, il est peut-être curieux de savoir ce qui a été fait, ce qui a été perpétré durant toute cette... Abderrahim Moussawar, restez avec nous, puisque sur cette deuxième partie, je vais commencer par vous, car vous êtes en première ligne de mire, hein, vous êtes hirakiste, vous manifestez maintenant depuis plusieurs années, déjà militant bien avant février 2019, mais depuis février 2019, ça s'est accentué. Dans le cadre, alors on rappelle aux téléspectateurs, observation d'une minute de silence à 11h aujourd'hui sur tout le territoire national en France chaque année, ce qui coïncide notamment avec la journée nationale de l'immigration. Voilà ce qu'a dit le président Abdelmadjid Tebboune, notamment: notre diaspora est évidemment concernée, hein, dit-il, en cette phase où nous attelons à l'édification de l'état des institutions et de droit et relevons les défis de la construction de l'Algérie nouvelle. Donc il parle à cette diaspora. Elle est appelée à intensifier sa contribution à l'effort national, d'autant que la révision de la Constitution lui a permis d'adhérer à la dynamique socio-économique enclenchée toujours dans l'Algérie nouvelle, qui mise sur le potentiel de ses enfants, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, une Algérie forte, prospère, altière et ouverte sur le monde. Abderrahim Moussawar, vous faites partie de cette diaspora puisque vous êtes à l'étranger aujourd'hui. On a des exemples, on pourrait en citer plusieurs et vous allez certainement en citer. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'inverse, le président, message positif, tant mieux, mais quand on voit certains militants à l'étranger qui tentent de manifester, de se rassembler, d'organiser, de proposer, etc., soit ils sont condamnés,
donc à distance, soit on leur interdit de rentrer, soit ils rentrent et derrière ils ont des ISTN. Aujourd'hui, en 2023, est-ce que quand on pense aux manifestants parisiens français de 1961, est-ce qu'aujourd'hui réellement le régime algérien protège cette diaspora qui continue à militer? Là, je pense, avant de répondre à cette question, je rappelle juste une caricature qui a été faite par Ali Dilem en 2020, je pense, en mettant un dessin du drapeau tricolore français. Vous avez donc le bleu d'un côté, le rouge de l'autre. Le rouge, il a parlé du 8 mai 1945, un bain de sang. Le bleu, c'est la scène en 1961, le 17 octobre. Et aujourd'hui, nous sommes 62 ans après les massacres du 17 octobre 1962 à Paris, donc dans la capitale des Lumières, la capitale du pays entre guillemets de la démocratie et des droits de l'homme. Lorsqu'on écoute le discours officiel, le discours du président désigné par la junte militaire en 2019, les mots sont jolis, les expressions sont très belles, la construction des phrases, elle est extraordinaire, mais c'est toujours le même message qu'on entretient depuis les années 60, depuis l'indépendance du pays. On parle de la jeunesse, on parle de la femme, on parle de l'égalité, on parle du progrès, on parle de l'édification d'un État de droit avec des institutions. Est-ce qu'on a pu réussir à édifier un État de droit, un État avec des institutions, que ce soit des institutions éducatives, une institution militaire, une institution qui veille sur l'économie, qui veille sur le côté social en Algérie. Aujourd'hui, on passe d'un président qui, en 2020, traitait la diaspora algérienne, notamment du Hirak, de collaboratrice. Justement. Oui, Abdelrahim Moussal, justement, comment vous, en tant que hirakiste, en tant que militant, vous voyez des choses positives au pays, bien évidemment, mais vous aspirez à une autre liberté d'expression, à d'autres médias, à pouvoir vraiment manifester, faire de la politique au pays. Comment vous vivez, justement, le comportement du pouvoir algérien vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette diaspora, vis-à-vis de Raouf Farah, par exemple, qui est algéro-canadien? Comment vous voyez un peu comment se ressent un peu le comportement ou la relation qu'a le pouvoir algérien avec eux? Est-ce que c'est plutôt positif et ça va dans le bon sens, ou à l'inverse, c'est plutôt de la répression? Moi, il me semble que, d'abord, je tiens à rendre hommage à notre frère Farah et puis Ben Jama, qui est journaliste, qui ont été emprisonnés à la même période, mais au-delà de ça, à tous ces chercheurs, ces chercheuses algériens et algériennes, mais aussi les journalistes qui tentent de faire un travail quotidien, un travail responsable en faveur de l'Algérie. C'est parce que nous aimons l'Algérie, c'est parce que nous portons l'Algérie dans le cœur que nous continuons de militer pour la véritable construction d'un État de droit, pour un vrai respect des libertés individuelles et collectives, pour une véritable construction de démocratie. Donc là, nous sommes à une époque où, d'un côté, vous avez un président de la République qui part de la nécessité que la diaspora travaille et contribue à l'émergence des efforts, à l'émergence bien sûr des compétences en Algérie. De l'autre côté, vous avez des Algériens qui sont à l'étranger. Et j'ai vu des cas, Chaban, des ingénieurs, des architectes qui n'ont pas du tout été impliqués dans des affaires politiques, mais qui ont été inquiétés ces derniers temps en rentrant en Algérie. Vous avez des Algériennes et des Algériens, des chercheurs, des professeurs, etc. à l'international, qui rentrent en Algérie et qui trouvent quand même une ISTN, une interdiction de sortie du territoire national qui a été collée dans leur dossier. Moi, je me demande, c'est quoi ce paradoxe? De toute façon, on a toujours été habitué à un mensonge d'État, parce que moi je l'appelle ainsi, c'est devenu un mensonge d'État, lorsque ça vient des officiels du pays, de la diplomatie, mais aussi du premier, entre guillemets, le premier magistrat du pays, qui parle d'un côté, mais de l'autre côté, on voit
on voit tout à fait le contraire. Aujourd'hui, nous continuons de militer pour une Algérie libre et indépendante, une véritable indépendance, une véritable liberté. Là où Algériennes et Algériens, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, puissent vivre la liberté, puissent exercer leurs droits naturels sans la moindre inquiétude. Donc là, aujourd'hui, le constat, c'est vrai, le constat, il est amer, mais cette diaspora à l'étranger a toujours des propositions, a toujours fait des propositions à l'Algérie, aux institutions de l'État, pour qu'il y ait une vraie progression dans le système économique, dans le système scientifique, dans le système éducatif. Mais le problème revient toujours à la nature du système. Quand il parle de la construction des institutions de l'État, des institutions légitimes, c'est parce que eux, ceux qui sont au sommet, ceux qui sont dans la gouvernance du système militaro-policier, c'est bien qu'en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu de légitimité populaire depuis l'indépendance. Et c'est ça le vrai malheur. Le malheur, c'est que tant qu'il n'y a pas de légitimité politique, de légitimité populaire, et que l'indépendance est confisquée, et c'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut construire un État de droit ? Merci. Gamal Abinad, sous un autre regard, on se connaît, vous êtes tout de même plutôt démocrate, du côté de ceux qui prônent la liberté d'expression. On a le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui parle d'une nécessité de cette diaspora aujourd'hui, qui la met à l'honneur dans le cadre de cette journée de l'émigration, cette minute de silence, notamment aux quatre coins du pays. Ce régime aujourd'hui algérien, est-ce que réellement les mots qu'exprime le président Tebboune, est-ce que c'est réellement ça? On a vu quelques exemples dernièrement, alors c'est les plus connus, et ils ont fait la une des médias, donc j'en parle parce que les autres parfois c'est aussi pour des raisons de sécurité, mais Abdou Somar est intimidé à l'étranger, Anwar Malek qui a dû s'exiler, sa famille, ses parents ont été perquisitionnés, Amir D c'est pareil, on a Raouf Farah, c'est aussi une situation très, très compliquée. Cette diaspora aujourd'hui, est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans le développement de son pays à tous les niveaux, ou est-ce qu'il y a un obstacle, celui du régime algérien ? Le système administratif algérien, malheureusement, fait obstacle, on sait très bien. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne travaillent pas sérieusement et qui ne veulent pas travailler. Et je pense, et je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs à une députée à l'époque algérienne, que la révolution algérienne s'est faite dans les années 50-60 avec des valises d'argent, et qu'aujourd'hui, la révolution économique algérienne doit se faire avec des valises d'idées que nous avons ici. Nous sommes une diaspora extrêmement diversifiée, qui avons un sens. D'abord, on connaît le monde occidental, on connaît l'innovation, on a des gens très bien formés, voire de très haut niveau de formation. On a un ancrage qui a près de 100 ans en France, pour donner un petit peu une idée, donc on a eu le temps de s'habituer à tous les outils, et c'est vrai qu'on n'est pas assez impliqué, on attend. Mais vous parlez d'administratif, certes, mais est-ce que avant tout c'est pas politique ? Est-ce que toutes ces ISTN qui sont mises en place, et c'est vrai que nous on en reçoit plein, on ne peut pas, c'est des choses dont on ne peut pas parler pour des raisons de sécurité, et c'est normal, de confidentialité, mais est-ce que réellement le pouvoir actuel, donc le régime politique actuel qui est en place, pour certains d'ailleurs, on parle même de régime militaire, est-ce que c'est pas ça réellement le réel obstacle? Est-ce que ce sont pas ces méthodes de répression qui, du jour au lendemain, qu'une personne se retrouve sous une interdiction de sortie de territoire national, par exemple? Mais ça, je trouve ça déplorable dans la mesure où ça sert à rien. Je veux dire, l'État algérien est fort, il n'a pas besoin de ce genre de choses. Moi, je pense qu'il devrait encourager, au contraire, une opposition à s'exprimer, une diversification de la parole, parce qu'il n'y a pas de risque, en vérité. Les Algériens aiment leur pays, on le sait. Et moi, je parie sur cet amour du pays pour que ça aille mieux. Mais je pense qu'effectivement, la diaspora, on est 20% en dehors des frontières, on a beaucoup à apporter au pays. Le côté ankylosé de l'administration, les ralentissements, bon, maintenant, les prix des billets d'avion, ça va mieux, mais ça nous mettait toujours en dehors. Il y a beaucoup de choses comme ça qui empêchent l'investissement. Aujourd'hui, il y a des réformes qui se font, mais ça y va graduellement, il faut du temps. Mais c'est vrai qu'un système qui était aussi rigide, aussi lourd, et qui nous a littéralement exclus, a du mal à accepter l'idée qu'on puisse revenir. Après, moi je reste optimiste, je ne vous cache pas, je pense qu'il y a des gens qui aiment leur pays aussi en Algérie, qui veulent que ça avance, et j'espère que ces réformes lourdes vont changer. Parce que c'est vrai que... Croyez-vous à ce président qui est là, qui est présent, c'est le président. Alors depuis maintenant 2019, comment il est? Vous y croyez-vous à cette nouvelle Algérie, à cette ouverture dont il parle, vous qui êtes l'analyste peut-être politique des questions internationales, vous le voyez comment ce régime aujourd'hui en Algérie?
En termes d'image extérieure, il a fait un énorme travail, ça c'est vrai, on peut pas lui retirer ça. En termes de réforme intérieure, le problème c'est que c'est un pays, c'est pas un homme. Si c'était un homme, et même s'il était super honnête, il peut pas tout faire. Il faut que le système soit réformé en profondeur, c'est compliqué, on le sait, mais c'est vrai que moi, je vous dis sincèrement, j'ai envie d'y croire. J'ai toujours été déçu, mais bon, on continue à y croire parce qu'on est algérien et parce qu'on a la tête dure. Mais c'est vrai que de croire que ça peut bouger, il arrive en 2019, 2020, 2021, ça compte pas, c'est le Covid. 22, 23, c'est maintenant qu'on commence à avoir quelques éléments de changement. Alors, est-ce que ça va produire ses effets? Je ne le sais pas, je crois pas au miracle, je pense qu'il faut du temps pour tout. Est-ce qu'il y a une volonté de sa part? Je pense qu'il y a une volonté, je crois pas qu'il mente, je pense qu'il est honnête. Maintenant, le système, lui, peut être largement interrogé parce qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ça ne bouge pas. Faut pas oublier que l'ancien système est toujours présent aussi. Il y a une combinaison de facteurs comme ça. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire un homme est responsable quand c'est un système qui est en place. Mais sans parler de l'homme, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a tout de même ces grosses cloisons, serait-ce que la liberté de s'exprimer, de vouloir travailler, de vouloir parler, on est enfermé pour des articles sur des sujets anodins, sur des véhicules, sur des produits de denrées alimentaires par exemple. Est-ce que ça c'est pas un effort qui pourrait être fait rapidement, vraiment de donner la parole aux Algériens, d'ouvrir le champ médiatique? Ils pourraient le faire, ça c'est assez simple tout de même. Vous savez, il y a un adage qui fait rire quand on le dit. En Occident, on dit que la démocratie c'est cause toujours, et en dictature c'est tais-toi. Moi je pense qu'il devrait, l'Algérie puis les pays arabes en général, mais l'Algérie en particulier, qui est quand même un pays qui a une maturité politique qui est largement supérieure à tous les pays arabes, puisque notre révolution on l'a faite le 5 octobre 88, il y a toujours ça fonctionne par à coup. On avance d'un coup et on stoppe. On avance et on stoppe. On se rend compte par exemple pendant le Hirak, c'est une explosion de liberté d'expression comme rarement. Et puis après, il y a un blocage, il y a une crainte, il y a une peur d'un système installé. Et c'est vrai que c'est dommage, je le déplore, qu'il devrait ouvrir littéralement et laisser tout le monde s'exprimer tout le temps. Qu'est-ce que ça peut bien faire que les gens s'expriment? Rien. Si on n'a pas de proposition concrète, de toute façon, ça ne mène nulle part. Et les réformes doivent commencer d'abord par la liberté d'expression. Merci Gamal Abina. Le mot de la fin, Abderrahim Moussaouer, on a longuement évoqué ce soir la reconnaissance par la France, mais aussi les méthodes appliquées en 61. On a vu aussi malheureusement en Algérie il y a quelques années des responsables des hautes fonctions de police ou militaires qui ont vraiment donné la décision d'ouvrir le feu. Aujourd'hui, voilà, comme pour peut-être terminer sur une note d'espoir, comment vous voyez continuer cette diaspora tout de même avec ces grosses difficultés, ces gros obstacles de répression? Il me semble que tant que la diaspora continue de s'exprimer à l'extérieur et tout, c'est qu'il y a une vraie volonté de vouloir changer les choses de façon pacifique en Algérie. Ce avec quoi je ne suis pas tout à fait ou pas du tout d'accord, c'est de parler de réforme aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de réforme en Algérie parce que tous les secteurs ont été gangrénés par une mauvaise de faire de l'Algérie une vache à lait. Et là, en Algérie aujourd'hui, nous observons une chose, c'est que la conclusion à faire dans tout ça, c'est que les réformes ne seraient pas le salut de l'Algérie. Le salut, la plus grosse réforme, à mon avis, c'est quand il y ait un vrai changement dans le système politique et de gouvernance. Et la problématique politique et de gouvernance en Algérie, aux commandes, aux hautes responsabilités, c'est d'écouter le peuple. Parce qu'en 2019, lorsqu'on dit qu'un système, parce que là, je viens d'entendre notre compatriote, que je salue d'ailleurs, dire que le système a eu peur. Un système qui a peur de son peuple, est-ce qu'on peut lui faire confiance sur la question de politique internationale? Un système qui a peur de donner la parole à son peuple, est-ce qu'il a réellement la légitimité d'exercer? Donc aujourd'hui, la seule solution en Algérie, c'est qu'il y ait un véritable changement. Ce n'est plus le temps des réformes, c'est le temps du changement radical, mais aussi, et surtout, c'est très important à rappeler, c'est le changement pacifique. Tant qu'il y a des militantes et des militants, que ce soit en Algérie ou ailleurs, des journalistes, des écrivains, et toute cette classe sociale, tout ce peuple qui appelle au pacifisme, à un changement pacifique, c'est que les responsables doivent se dire une chose, c'est qu'en face, ils ont en face d'eux un peuple responsable, un peuple pacifique qui veut changer, qui veut que les choses changent en Algérie. Donc ce n'est pas une question de réforme, c'est une question de changement radical et pacifique. Merci à tous les deux. Abderrahim Moussaouer, enseignant militant politique. Merci d'avoir été avec nous. Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Merci infiniment. Voilà, fallait revenir sur ce 17 octobre 61, 17 octobre aussi 2022.
2023 et revenir aussi sur cette diaspora qui est toujours tout de même un support, une force pour atteindre la liberté d'expression, la liberté, la démocratie en Algérie. Merci infiniment à toute l'équipe en régie. Dans quelques instants, normalement, vous allez retrouver mon ami, confrère Jamaldine Benchenouf. Bonne soirée à tous.